Bien, merci. Bonjour à tout le monde. Vous m'entendez, Sophie, tu m'entends? Très bien, merci. Bien, merci. Je voudrais donc, d'emblée des jeux, te remercier, Sophie, toi et Peter particulièrement, et tous les membres du Centre de recherche qui me font l'honneur de partager ce peu que je connais avec vous, cette petite expérience, et surtout d'apprendre avec vous et de vous. Et merci surtout à Peter pour l'invitation qu'il a bien voulu m'adresser, qui me permet d'être là aujourd'hui et échanger avec vous. Comme c'est indiqué, je vais échanger avec vous. Le sujet que j'ai choisi, c'est celui du réseautage comme stratégie de recherche scientifique au service du développement des États africains. Au dernier moment, j'avoue que j'ai voulu mettre des États de l'espace CAMES parce que l'espace africain, il est assez vaste. Il y a l'Afrique du Nord, il y a l'Afrique du Sud, qui certainement, dont les réalités ne seront peut-être pas prises en compte dans ce que je vais dire. Et donc, entendez par les États africains, les États de l'espace CAMES que je présenterai donc tout à l'heure. La démarche que je vais suivre, elle sera rapide comme ce monsieur que vous voyez là. C'est une démarche à 5 temps. Je vais vous dire quelles sont mes motivations. Je vais vous présenter les objectifs de cette présentation, la problématique à laquelle je tente de répondre, les méthodes que je mobilise pour répondre à cette problématique, et puis je vais plus m'étendre sur les résultats auxquels je suis parvenu, qui feront un peu le noyau de cet échange avant de conclure. Parlons donc de mes motivations, c'est-à-dire pourquoi je décide de parler du réseautage comme un facteur de développement des États africains, par la recherche, bien entendu. Mon point de départ, il est à avoir deux niveaux, hein, même si de manière empirique, on ne peut pas avoir deux, trois points de départ, mais de manière intellectuelle, on peut prendre différents points de départ. Et mes points de départ, ils sont d'abord d'ordre historique. Du point de vue historique, quand nous étions encore jeunes, étudiants et même chercheurs plus tard, il y a une pensée du premier président de la République de Côte d'Ivoire qui sonne encore dans notre milieu comme vrai. Le président Houphouët-Boigny disait, et je le cite, les chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Je reprends, le président Houphouët disait dans les années 70-80, les chercheurs qui cherchent, on en trouve, et les chercheurs qui trouvent, on en cherche. L'idée ici, le pavé ici est que nous avons des chercheurs, mais nous avons peu qui trouvent des résultats, et c'est ceux-là que le président cherche, et c'est ceux-là que l'Afrique cherche. Et tout paraît aujourd'hui comme si cette vérité, cette réalité est encore des nôtres. Deuxième motivation qui me pousse à réfléchir sur le réseautage, elle est d'ordre scientifique. Nous avons constaté que la science, depuis des siècles, a commencé sa vague de spécialisation. Nous sommes dans des disciplines particulières, chacun est spécialisé dans son domaine. Moi, je suis philosophe de formation, certains sont chimistes, sociologues, sciences de l'éducation et autres, j'en passe. Et cette grande spécialisation nous éloigne parfois les uns des autres. Bien, je disais donc que la deuxième motivation, elle est d'ordre scientifique. Scientifique dans la mesure où la science est rentrée dans une sorte de régionalité, de spécialité, qui fait que les savants ou les chercheurs ou les scientifiques, on peut leur donner le nom qu'on veut, s'ignorent de plus en plus réciproquement. Et cela est d'autant plus sérieux que Bergson disait déjà que le chercheur, le scientifique, le spécialiste a un mauvais caractère. Bergson disait que le spécialiste a mauvais caractère parce que dans nos milieux, surtout les milieux universitaires, certaines disciplines sont considérées comme des disciplines plus importantes que d'autres. Et certains chercheurs considèrent que leur discipline est une discipline qui vaut la peine d'être conduite, d'être financée que d'autres disciplines. Et chacun tire le chapeau vers lui. Troisième élément de motivation qui m'amène aujourd'hui à discuter avec vous de ce sujet du réseautage dans le domaine de la recherche scientifique, c'est d'ordre subjectif et diplomatique. Il est donc subjectif parce que dans mes remerciements tout à l'heure, vous l'aurez remarqué, je suis arrivé là à Ottawa, au Canada, grâce à l'invitation de Sophie et de Peter, des personnes que j'ai pu rencontrer dans un réseau. Et un adage de chez moi dit ceci, je le dis dans mon ethnie et puis je vais vous le traduire. Ben, entendez par là, chacun apprécie, chacun valorise ce qu'il a. D'un point de vue subjectif, donc, je considère que
Le réseautage, qui est aujourd'hui mon créneau à moi, est quelque chose de bien et qu'il faut valoriser. Et du point de vue diplomatique, c'est aussi un appel, un clin d'œil pour moi à des chercheurs d'autres horizons tels que ceux d'ici qui me suivent là pour la première fois, que nous avons intérêt à pouvoir travailler ensemble. Ce sont donc là les trois éléments qui motivent que je puisse vous parler. Le réseautage comme étant un moteur de développement de nos États africains. Pour atteindre cet objectif général, je passerai par vise deux objectifs spécifiques. Le premier est de faire un bref de recherche. Je pense à trois questions judiciaires qui sont: quel est l'état des lieux de la recherche? Quelles sont les opportunités qui s'offrent en ce moment dans l'espace CAMES en matière de recherche scientifique? Et en quoi le réseautage peut-il contribuer au rayonnement de cette recherche dans l'espace CAMES? Quelles sont les méthodes que je vais utiliser pour répondre à cette problématique? Je mobilise essentiellement deux méthodes. La première méthode, je la tire de ma discipline et elle est propre d'ailleurs à toutes les disciplines, même si le philosophe en fait son apanage, c'est la critique philosophique. La réflexion critique, âme du philosophe, consiste à prendre ce qui paraît évident comme ce qui n'est pas évident. Hegel nous disait: le bien connu, généralement parce qu'il est bien connu, est mal connu ou n'est pas connu. C'est un appel à l'esprit critique. Et c'est cet esprit critique que je vais mobiliser ici pour interroger l'état des lieux, pour interroger aussi comment le réseautage peut nous apporter quelque chose. Première méthode. La deuxième méthode que je mobilise dans cet exposé, c'est la méthode comparative. La méthode comparative me permettra de comparer ce qui se fait dans les sciences de la santé et ce qui se fait dans les sciences sociales et humaines. À ce niveau, on remarquera que les sciences de la santé sont en avance en termes de réseautage et les résultats en matière de sciences de la santé ou d'éco-santé ou de sciences environnementales même aussi sont aujourd'hui connus, là où nos sciences, les sciences sociales et humaines, ont encore du mal à utiliser véritablement le réseautage. J'utiliserai cette méthode aussi pour comparer ce qui se fait ici et ailleurs. Ailleurs, c'est en dehors de l'espace CAMES et ici, c'est l'espace CAMES. Comment le réseautage marche ailleurs et comment nous pouvons le faire fonctionner chez nous. Et donc, cette méthode comparative me permettra d'arriver à l'idée que le réseautage est un bon moyen. La méthode comparative me permettra aussi de comparer les résultats passés aux résultats actuels, de comparer les avantages du réseautage avec les contraintes et les obligations du réseautage. À quel résultat suis-je parvenu? Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, les résultats sont les suivants. Le premier, c'est de s'interroger de moi d'abord ce que sont la science et la recherche. Au cours de cet exposé, puisque nous parlons de recherche scientifique, le premier résultat pour moi est que nous puissions nous entendre sur ce que nous entendons par science et par recherche scientifique. Je vous en livrerai tout à l'heure les détails. Le deuxième résultat auquel j'arrive, c'est l'état critique, une situation critique dans laquelle se trouve la recherche scientifique dans l'espace CAMES. Je ne dis pas critique, je dis bien critique. Entendez par là une situation de crise qui elle-même s'interroge. Troisième résultat, il y a bel et bien des opportunités dans l'espace CAMES et ces opportunités se caractérisent aujourd'hui par les nouvelles approches de la recherche scientifique que sont les approches systémiques, les approches transdisciplinaires et les approches participatives. Ce sont des opportunités de la nouvelle recherche que notre espace a essayé de récupérer, d'approprier, de mettre en pratique à travers la création au niveau du CAMES, du programme thématique de recherche du CAMES, des pôles nationaux de recherche pour la Côte d'Ivoire. Les opportunités, ce sont aussi la jeunesse des chercheurs, c'est aussi le besoin implicite ou explicite de la société qui a besoin des résultats aujourd'hui de la science. Ce sont ces résultats que je vais partager avec vous de manière détaillée, sans oublier le quatrième résultat, qui est celui des avantages du réseautage. À ce niveau de mon propos, je voudrais donc aller dans les détails de ce résultat présenté tout à l'heure de manière, j'allais dire synoptique, de manière synthétisée. Je voudrais alors les présenter maintenant. Qu'entendons-nous par recherche scientifique? Je prends une définition dans le dictionnaire Lalande qui dit que c'est un ensemble de connaissances et de recherches ayant un degré suffisant d'unité et de généralité, susceptible d'amener les hommes qui se consacrent à des conclusions concordantes qui ne résultent ni des conventions arbitraires, ni de leurs intérêts personnels, mais qui découlent
de relations objectives que l'on découvre graduellement à partir de méthodes et de vérités bien définies. Dictionnaire Lalande. Je retiens dans cette longue définition du dictionnaire Lalande, excusez-moi, je retiens dans cette longue définition du dictionnaire Lalande quelques concepts clés, quelques notions clés, ensemble de connaissances, conclusions concordantes, relations objectives et méthodes. Selon donc l'épistémologie, c'est là ce qui caractérise la science. Un ensemble de connaissances objectives, des conclusions cohérentes, concordantes, et puis des méthodes bien précises. La recherche scientifique doit aussi s'entendre en tant qu'effort pour trouver quelque chose ou effort de l'esprit vers la connaissance. La recherche scientifique, c'est aussi un exercice systématique et méthodique portant sur l'étude d'un problème ou d'une question et mettant en cause des faits qui doivent être vérifiables en vue d'atteindre une fin, soit la résolution d'un problème, il faut retenir ça, la résolution d'un problème ou la réponse à une question. La recherche scientifique, c'est donc le singulier d'une chose plurielle. Quand nous disons recherche scientifique, la science ou la recherche scientifique est souvent appréhendée selon le but visé. De ce point de vue, nous avons les sciences fondamentales et nous avons les sciences appliquées à partir du but. C'est aussi à partir de leurs méthodes. Elles se caractérisent aussi à partir de leurs méthodes. Nous avons les sciences expérimentales et nous avons les sciences non expérimentales. Vous comprendrez déjà à partir de cette approche plurielle de la recherche scientifique, la spécialisation dont je parlais tout à l'heure et qui apparemment pourrait opposer les scientifiques ou les chercheurs entre eux, selon que certains se réclament d'un but précis qui est des sciences fondamentales ou des sciences appliquées ou d'un autre but qui est des sciences expérimentales ou non expérimentales. Selon l'objet aussi, la science se particularise ou la recherche scientifique se particularise. Il y a les sciences humaines et sociales, il y a les sciences de la matière. Il y a des acteurs au niveau de la science qui sont soit des acteurs directs ou des acteurs indirects. Je reviendrai sur cet aspect tout à l'heure pour que vous compreniez un peu, pour que vous compreniez du moins comment est-ce que même au niveau des acteurs, les conflits et les suspicions souvent entre acteurs directs et indirects peuvent freiner la science si nous n'allons pas vers le réseautage. L'état des lieux maintenant. Quel est l'état des lieux dans l'espace CAMES? Si nous sommes d'accord sur ce que c'est que la science, la recherche scientifique, qui est le singulier d'une chose plurielle, quel est l'état des lieux de cette activité dans l'espace CAMES? Je rappelle de manière pédagogique pour nos amis qui ne sont pas d'Afrique et qui nous suivent que le CAMES, c'est le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. C'est un organisme qui a été créé je crois bien, en 1968 au Niger, qui résulte de la volonté des États africains de mettre ensemble un organisme qui va coordonner tout ce qui est problème au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. De 68 à aujourd'hui, le CAMES a fait son bonhomme de chemin et il y a aujourd'hui, je crois, 29 pays qui regroupent l'espace CAMES. Ce sont des pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, de l'Afrique des Grands Lacs et puis de l'océan Indien. Et donc aujourd'hui, ce sont 29 États avec leur système d'enseignement supérieur qui composent le CAMES. Quel est l'état des lieux dans cet espace? Il n'y a que dans cet espace, au niveau des institutions de recherche et d'enseignement supérieur, les lignes budgétaires qui sont dédiées à la recherche sont quasiment inexistantes ou quand elles existent, elles sont très maigres. Il y a une faible collaboration entre les chercheurs, contrairement à ce qui se fait dans le domaine de la santé, dans le domaine des sciences sociales et des sciences humaines, la collaboration est encore très faible dans l'espace CAMES, contrairement à ce qui se fait ailleurs et même dans l'espace CAMES lui-même dans le domaine de la santé et de l'éco-santé. Il y a une vétusté et une obsolescence des infrastructures de recherche et des équipements. Nous trouvons des laboratoires, des départements qui sont des départements de médecine, de sciences dans lesquels les instruments n'existent pas. Il y a une invisibilité des acteurs et de leurs travaux. Certains acteurs, tels que ceux que j'ai appelés tout à l'heure les acteurs indirects, ne sont pas visibles, c'est-à-dire les techniciens des laboratoires, c'est-à-dire certains doctorants. Ces gens ne sont pas visibles du point de vue de la recherche scientifique. Ou quand ils existent, leurs travaux ne sont pas connus. Il y a même des conflits souvent entre les acteurs directs et les acteurs indirects. Les acteurs indirects font un travail qui apparaît comme un travail au noir, un travail invisible, parce qu'on les considère, les techniciens du laboratoire, par exemple, comme des gens qui n'ont pas la science, des gens qui sont de la deuxième zone,
alors que Dieu sait combien de fois cette collaboration de réseautage devrait permettre une avancée au niveau de la science, une sorte d'avancée de la science du monde. Il y a une faible synergie entre les activités de recherche portées par les structures. Chacune des universités, chacun des laboratoires de recherche développe ses recherches en vase clos sans que les autres ne sachent ce qui se passe dans telle ou telle structure. L'état des lieux toujours critique, c'est la faible valorisation des acquis de la recherche. Nous cherchons, mais nous n'avons pas une politique de valorisation. D'où tout à l'heure l'idée du président Houphouët, les chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais ceux qui trouvent, on en cherche, parce que justement, on en trouve, mais il n'y a pas une politique de valorisation au point où les résultats de la recherche sont dans nos tiroirs. Le système de la recherche scientifique dans l'espace CAMES échappe aux chercheurs. Les chercheurs payent pour publier dans des revues et ils payent pour chercher. Ils payent pour avoir accès à la connaissance et quand eux-mêmes doivent donner un peu de cette connaissance, ils doivent encore payer pour publier. Mais ils payent justement pour publier parce que la recherche est faite pour la promotion individuelle. Le CAMES dont je parlais tout à l'heure, pour ceux qui sont de l'espace CAMES le savent bien, on publie pour aller au CAMES pour avoir des grades, c'est pour notre promotion individuelle dans notre institution, d'où l'idée de payer pour publier et de payer pour chercher. La recherche n'est donc pas au service de la société, mais elle est faite pour l'individu lui-même. C'est une recherche scientifique qui se fait sans lien avec les besoins de son milieu. Les besoins sont ignorés, chacun s'assoit, surtout pour les sciences sociales et humaines quelquefois. On fait ces recherches, la recherche fondamentale, on publie sans lien avec le milieu, sans connaître les besoins de son milieu. Malgré ce tableau qui pourrait paraître sombre, des opportunités existent tout de même dans l'espace CAMES qui nous permet de dire que notre projet ou notre ambition du réseautage peut saisir ces opportunités pour mettre en place le réseautage. Quelles sont ces opportunités? Ces opportunités sont entre autres la politique du secrétaire général du CAMES, paix à son âme, le professeur Bertrand Mbachi, qui nous a quittés dans le courant de ce mois. Le professeur Bertrand Mbachi a mis ses programmes thématiques, c'est de mettre ensemble des chercheurs pour qu'ils puissent échanger, partager les expériences. Et votre serviteur est le coordonnateur, comme l'a dit tout à l'heure, du programme thématique de recherche du CAMES intitulé Gouvernance et développement qui est en rouge. Dans ce programme thématique, nous avons des sociologues, nous avons des communicologues, nous avons des philosophes, nous avons des géographes, nous avons pratiquement beaucoup de collègues qui viennent des différentes disciplines. Et nous travaillons en collaboration aussi avec d'autres programmes thématiques tels que le programme thématique santé, le programme thématique langue, société et culture, le programme thématique technologie de l'information et nous avons monté un certain nombre de projets dont je pourrais vous parler tout à l'heure. Une opportunité donc qui s'offre à nous dans l'espace CAMES, c'est le programme thématique de recherche. Au niveau de la Côte d'Ivoire, mon pays, il y a aussi une politique qui est mise en place, c'est l'existence d'un plan national de la recherche. Ce plan national de la recherche au niveau national s'inspire à peu près de ce qu'a fait le CAMES et il met en place, ce programme met en place 8 pôles de compétences avec 24 programmes prioritaires. Ça, c'est au niveau de la Côte d'Ivoire. Les 8 pôles de compétences de la Côte d'Ivoire sont agriculture, civilisation, environnement, gouvernance, mine, énergie, santé, substances naturelles, technologie. Et l'innovation en Côte d'Ivoire, c'est que chacun de ces pôles est porté par une université parce que nos universités sont de plus en plus thématiques. Et donc, chacune des universités se fait le pôle de chacune de ses compétences et elle développe des recherches à travers un certain nombre de chercheurs sur ces programmes spécifiques qui sont là, le programme biocarburant, biotechnologie, changement climatique, qui sont des priorités stratégiques pour le gouvernement et qui permettront certainement à des chercheurs d'aller s'inscrire dans ces programmes et de pouvoir présenter leurs travaux, échanger avec d'autres personnes. C'est là un des points d'opportunité d'une recherche performante dans l'espace CAMES qu'on pourrait capitaliser. L'autre point, c'est la jeunesse et la qualité des chercheurs. Contrairement à notre époque et à celle de nos devanciers, aujourd'hui, nous avons des jeunes docteurs, des jeunes chercheurs qui rentrent dans l'enseignement scientifique, dans la recherche et qui sont jeunes. Ce qui est intéressant avec les jeunes, ils ont encore assez d'énergie, ils ont beaucoup à prouver. Ce qui est intéressant avec les jeunes, c'est qu'ils n'ont pas peur de l'aventure, ils veulent aller à l'aventure. Là où un ancien chercheur, comme le dit Gaston Bachelard, devient un obstacle épistémologique,
le jeune chercheur est prêt à se confronter, est prêt à aller à l'aventure. Dieu sait combien de fois j'ai stressé avant d'arriver là maintenant avec mon âge, me déplacer, venir au Canada. Chose qu'un jeune chercheur moins âgé que moi aurait fait avec beaucoup de plaisir. C'est vrai, je le fais avec plaisir, mais ce n'est pas avec le même enthousiasme que quand j'étais encore jeune. C'est donc un potentiel sur lequel nous pouvons miser pour les réseautages. L'autre potentiel, sont les besoins ou les demandes implicites ou explicites de la société. Je le disais tantôt dans l'état crisique des lieux, que nous publions, nous faisons une recherche qui n'est pas en relation avec les besoins de la société. Pourtant, les besoins sont là. Ils sont soit implicites, ils sont soit explicites. Au chercheur alors de les connaître, d'aller vers ces besoins, de les dégager, de pouvoir orienter sa recherche en fonction des besoins de la société. À partir donc de cet état crisique de la situation et à partir de ces opportunités, je présente et j'arrive là au clou de ma présentation. Je présente les avantages du réseautage pour que notre recherche scientifique soit au service du développement des États africains. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, un des avantages du réseautage scientifique, c'est qu'il nous permet de sortir de l'isolement intellectuel ou physique. Un chercheur qui rentre dans un réseau rentre nécessairement en relation avec d'autres chercheurs et avec le monde entier. Cela lui permet de sortir de son isolement, qui est un isolement à la fois intellectuel et physique. Un chercheur qui rentre dans un réseau apprend des autres et avec les autres, parce qu'il discute, il présente ses résultats sont discutés, les autres disent ce qu'ils pensent de ces résultats et cela lui permet d'avancer. Je pense bien au sortir de cet exposé, des discussions qui suivront, j'aurai appris de vous, vous aurez sans doute aussi découvert un certain nombre de choses de l'espace CAMES pour ceux qui ne le connaissaient pas et des problèmes que nous vivons chez nous. On apprend donc chacun de l'autre à partir du réseautage. Le réseautage nous permet d'éviter de réinventer la roue. Quelquefois, on fait des recherches, on croit innover, alors que les choses ont été déjà dites ailleurs. Si nous sommes en réseau, les compétences des uns et des autres, les connaissances des uns et des autres nous permettent de ne pas nous fatiguer à vouloir réinventer la roue, mais à vouloir poursuivre le chemin et faire ce qu'on appelle ici l'art, l'état de l'art, c'est-à-dire le point de la connaissance avant que je ne fasse mes recherches, je sais où est-ce que nous en sommes. Le réseautage nous permet d'acquérir la connaissance et l'expérience d'autres contextes géographiques. À partir du réseautage, je découvre ce qui se fait ailleurs et j'ai l'expérience de certains contextes que je n'avais pas. Mon savoir, ma connaissance ne se limite plus aux seules sphères de ma spécialité ou de mon espace géographique, mais j'apprends à découvrir comment un autre penseur peut concevoir telle ou telle chose. Le réseautage nous permet d'élargir les possibilités professionnelles parce qu'à partir du réseautage, nous pouvons avoir d'autres marchés, nous pouvons avoir d'autres connaissances, nous pouvons avoir d'autres postes qui peuvent nous permettre d'avoir une certaine expérience professionnelle. Le réseautage nous permet de renforcer la motivation et le financement de la recherche. À partir du réseautage, nous avons des projets qui peuvent être financés. À partir du réseautage, nous pouvons nous motiver les uns les autres. Là où quelqu'un est découragé, un autre peut le motiver. Là où quelqu'un pense que les choses stagnent, un autre peut lui dire non, voilà comment on débloque telle ou telle situation. Et les bailleurs de fonds aujourd'hui sont prêts à financer non pas un chercheur isolé, mais un programme transdisciplinaire et un programme interétatique. Le réseautage nous permet d'accroître l'appréciation et l'utilisation des produits de la recherche. Là où je disais tout à l'heure que nous produisons pour nous-mêmes, grâce au réseautage, nos produits de recherche peuvent être mobilisés et utilisés par les États. Et c'est à ce niveau de l'accroissement de l'utilisation des produits de la recherche que je pense que nos réseaux peuvent encore se montrer plus importants. Et les cas pratiques que je voudrais prendre à ce niveau, c'est que le programme thématique gouvernance et développement dans lequel je suis, dont je suis le porteur, dont je suis le coordonnateur du moins, grâce à ce programme, par exemple, nous avons pu en si peu de temps réaliser beaucoup de projets de recherche que moi, je n'ai pas pu faire pendant autant d'années d'expérience de chercheur. Grâce au programme thématique de recherche, gouvernance et développement, en appui ou en partenariat avec les collègues d'Égypte, parce que nous avons des collègues de l'Université Senghor d'Alexandrie qui sont membres de ce programme, nous avons pu monter un projet, nous avons pu postuler au niveau
du Fonds national de la recherche et de l'innovation technologique, FONARI, en Côte d'Ivoire, un projet qui portait sur la résilience des entreprises, et nous avons remporté ce prix et nous sommes en train de déployer depuis quelques mois, bientôt 1 an, ce projet qui consiste à renforcer la résilience des entreprises ivoiriennes suite à la crise de la COVID. Nos collègues d'Alexandrie sont spécialisés en matière de résilience. Nous connaissons les réalités de la Côte d'Ivoire. Nous avons monté ce projet et ce projet a trouvé l'agrément du jury qui l'a financé. Nous sommes en train de le déployer. Sous peu, les résultats permettront à FONARI et aux entreprises ivoiriennes de renforcer leurs capacités en termes de résilience. Nous avons aussi, grâce à ce programme thématique de recherche, monté un autre projet entre universitaires ivoiriens et béninois qui consistait à interroger la résilience de la ville de Bouaké. La ville de Bouaké, où se trouve mon université, était la capitale ou le front de la rébellion depuis 2002. Et cette ville a vu l'assistance politique stratégique de la mission de l'ONUCI en Côte d'Ivoire, la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Après 10 années d'assistance, la mission s'est retirée. Notre projet consiste à interroger la gouvernance économique politique de la ville pour voir quels sont les défis auxquels la gouvernance est confrontée. Ce projet est aussi financé par FONARI. Nous sommes en train de le déployer. Nous sommes quasiment à la fin. Et à la fin de nos résultats, nous mettrons les résultats à la disposition de la mairie, des politiques pour voir comment une ville peut développer des stratégies de résilience. En ce moment, nous sommes en train de monter un projet sur la sécurité transfrontalière qui porte sur le terrorisme dans les zones transfrontalières. Nous avons constaté que le combat face au terrorisme est un combat mené souvent sur le plan purement politique et militaire. Et Dieu seul sait, à partir de notre réseautage, nous avons avancé les hypothèses liées à la dimension économique, à la dimension de la migration géographique, à la dimension de la religion, à la dimension même politique. Et quand je vous cite ces dimensions, nos hypothèses sont que font les politiques dans les zones frontalières pour que les djihadistes n'aillent pas influencer la population? Que font les politiques du point de vue économique pour ne pas que les populations transfrontalières soient économiquement abandonnées, il n'y ait pas de programme, au point où, quand les djihadistes arrivent et qu'ils présentent des miettes aux populations transfrontalières, elles puissent répondre et mordre à la part. Du point de vue géographique, nos collègues qui sont géographes dans le réseau nous permettent d'interroger les migrations entre les populations. Les philosophes, les sociologues interrogent la dimension quelquefois religieuse du terrorisme, alors que le nord de la Côte d'Ivoire et les zones frontalières des autres pays, le Burkina, le Mali, sont des zones fortement musulmanes. Nous réfléchissons à comment est-ce que l'islam pourrait servir de paravent à ces terroristes. Bref, nous sommes en train de monter ce projet que nous allons soumissionner bientôt. Je travaille en ce moment aussi avec d'autres collègues dans un réseau qui interroge l'apport de la diaspora nigérienne dans des pays comme le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Bénin. Il y a une forte communauté de la diaspora nigérienne installée dans ces pays. Ce projet consiste à interroger la contribution de la diaspora nigérienne au développement économique et social du Niger. Je me suis étalé sur ces points parce que c'est pour moi des résultats qui permettent de produire des données qui peuvent être réutilisables de manière efficiente et de manière directe par la société. En conclusion, mesdames, messieurs, je compte 30 minutes 47 secondes à mon chrono. Il m'a été donné 40 minutes. En conclusion, je dis ceci. Le réseautage met en évidence la richesse et le pouvoir de la diversité des acteurs, de la collaboration et des partenariats. À partir du réseautage, nous découvrons combien de fois il est riche, combien de fois il est puissant, qu'on ait des approches diverses. C'est pourquoi dans le résumé de cette communication, pour ceux qui ont pu, je disais à la suite de Bergson que le spécialiste a mauvais caractère. Le spécialiste s'enfermant sur lui-même ne voit pas plus loin que le bout de son nez, alors qu'à partir du réseautage, les différentes approches, l'approche systémique, l'approche collaborative, l'approche des partenariats peut permettre à la science d'évoluer. Le réseautage traduit aussi aujourd'hui ces exigences de la recherche contemporaine, la transdisciplinarité, la pensée systémique. Voyez-vous, quand on veut appréhender le terrorisme et qu'on pense que c'est une question purement militaire, on évacue la dimension sociale, la dimension économique,
la dimension politique, la dimension religieuse, on évacue la dimension, j'allais même dire éthique, et toutes ces dimensions relèvent de la pensée systémique. Et sur ce point, le domaine des sciences de la santé est en avance sur les autres sciences parce que la santé est une affaire complète. Le gynécologue qui te reçoit ou le pédiatre qui reçoit l'enfant, à un moment donné, va faire appel à son homologue qui est ophtalmologue, à quelqu'un d'autre qui est traumatologue pour pouvoir traiter l'enfant ou traiter la maladie. Dans les autres sciences, cette dimension systémique tarde encore à venir et le résultat pourrait paraître comme une réponse. Le réseautage permet aussi la participation multi-acteurs, c'est-à-dire les acteurs directs et les acteurs indirects. Et les acteurs indirects, on pourrait aussi nommer ici les industries, on pourrait nommer ici les politiques et les bailleurs. Toutes ces personnes peuvent se mettre ensemble pour que les besoins de la société soient transférés à la science et aux chercheurs qui, eux, vont se mettre à pouvoir réfléchir là-dessus. C'est grâce au réseautage que cette collaboration est possible. Le réseautage donne lieu à une recherche performante au service du développement, donc une recherche stratégique qui réduit et annule les barrières entre les domaines de recherche et entre les acteurs. Le réseautage procède donc par le regroupement des chercheurs et par la coopération et j'espère qu'au sortir de cet exposé, nous renforcerons encore nos liens de réseautage. Le réseautage n'a pas que des avantages, il a aussi ses compromis, mais au regard des avantages, ces compromis et ces contraintes du réseautage, je les trouve quand même mineurs. Les contraintes du réseautage sont les oreilles et les ressources. Sophie, je te fais là une confidence. Peut-être si Pélagie en ligne, elle saura combien de fois c'était difficile pour moi de respecter les horaires quand nous devions travailler ensemble. Parce que dans le réseautage, chacun a sa charge de travail, mais le réseautage fait que tu es obligé de te conformer ou d'harmoniser tes heures de travail avec les autres. On n'a pas souvent les mêmes ressources, qu'elles soient financières, matérielles ou numériques. Et je te disais, Sophie, que pour que nous puissions avoir ces réunions, quand j'étais à Boaké, il me fallait quitter le bureau pour courir aller chez moi à la maison où la couverture Internet était encore mieux que dans mon bureau. Ce sont des contraintes du réseautage. Quand on rentre en contact avec les autres, on est obligé de sacrifier certaines heures, on est obligé de voir la disparité des ressources, qu'elles soient financières ou matérielles, mais pour le bien, pour tous les biens du réseautage, je crois que ce sont des choses qui peuvent se résoudre. Enfin, le réseautage parce que l'adage dit l'union fait la force. Dans l'espoir, mesdames, messieurs, que notre union autour de ce sujet nous permettra d'avoir chacun la force de nous unir les uns aux autres pour faire avancer la science universelle et la science au service de nos États, surtout de nos États africains. Je vous remercie pour l'intérêt que vous avez accordé à mon propos et je reste disponible pour vos suggestions, critiques et questions. Je vous remercie.